une scène de concert où il y a 6 minutes de musique live, tout à tourner en une fois, et donc ils ont joué à la même chanson pendant 14 heures dessus. Quoi? C'était un délire. Je pense que j'ai toujours raconté des histoires et qu'en fait j'étais peut-être pas suffisamment bon pour écrire ni pour faire de la musique. Je suis né dans une famille de musiciens en fait. Et je crois que ouais, il y avait ce truc, je cherchais mon instrument, puis j'essayais la guitare, j'étais nul, j'essayais le piano, j'étais nul, chanter, ma mère est chanteuse, moi j'étais à côté, c'est rien à voir. Et en fait, je pense que j'ai trouvé en fait avec le cinéma quelque chose qui se rapproche d'un instrument, où c'est du rythme, du ton, de l'émotion, et donc voilà, je pense que faire du cinéma, c'était ma façon de faire de la musique. Mais c'est certainement la raison pour laquelle il y a tellement de variété, parce que mes parents sont très mélomanes, mais dans des genres très différents. Et c'est sans doute la raison pour laquelle sur la BO de mon film, tu vas trouver Kiltum et du métal, quoi. Tu vois, voilà. Ça a été tout un process parce que, en fait, donc moi, je suis marocain et il y a une certaine attente, disons, par rapport au cinéma marocain, plus globalement, même aux cinéastes arabes, africains, où tu sens qu'il n'y a pas vraiment, t'as pas vraiment le droit à l'imaginaire. Tu vois, on attend de toi plutôt du cinéma social, tu vois. Et c'est vrai que moi et nous, en fait, toute l'équipe, à la fois de prod, de mise en scène, les acteurs et tout du film, ce qu'on avait envie de faire, c'était quelque chose qui était beaucoup plus tourné vers l'imagination, le cinéma de genre, tu vois, un truc d'expression, d'émotion, un peu bigger than life, tu vois, quelque chose qui était plus proche du conte, un peu barré, où on rigole mais il y a des morts, tu vois, et en même temps tourner ça en 35, d'avoir un rapport voilà, très esthétique, très poussé, quoi, un truc de fabrication, d'artisanat. Et donc quand on amenait le projet devant, bon, pas vraiment, les producteurs étaient plutôt à fond, mais devant les financiers, ils disaient « Ah, ça a l'air super, vous n'allez jamais arriver à faire ça ». Parce que tout simplement la case n'existait pas. C'était un truc qui était... Et on se rend compte qu'il y a toute une génération en fait qui a vécu un peu la même chose que moi. Donc c'est, bon, je t'en parlais tout à l'heure, mais réalisatrices Yasmine Benkiran ou Sophia Elaoui, c'est des filles qui sont, bah, comme moi, en fait, très portées par le cinéma de genre, d'imagination. Nous, on a beaucoup eu les Américains qui venaient tourner, tu vois, Star Wars ou je sais pas quoi au Maroc, et en utilisant juste les décors, mais pas les histoires, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est des films américains tournés au Maroc nous ont beaucoup influencés, disons dans le genre, dans la mise en scène et tout, mais là, en fait, on s'empare de ce truc-là pour raconter nos histoires à nous. Donc, dans un premier temps, ça a été un peu compliqué parce que cette case-là n'existait pas vraiment. Donc ça a mis presque 10 ans pour faire le film. Il y a plein d'histoires en fait à raconter. Il y a plein de personnages. Bah, je dis souvent, par exemple, par rapport à mon premier film et même bon là celui que j'ai fini d'écrire qui est en financement là en ce moment. Il y a des personnages de femmes au Maroc dans lesquelles je reconnais voilà, les femmes qui m'ont élevé, quoi, qui ont été autour de moi, que j'ai vu en grandissant, que je vois un peu tenir en fait, ce pays partout, et qu'en fait on ne voit jamais au cinéma. Dans le cinéma arabe, africain, tu as souvent des femmes qui sont en posture de victime, qui sont, tu vois, il y a un truc ou alors carrément des films entiers où il y a très peu de personnages féminins. Et donc là, je me disais, mais ouais, où est-ce qu'elles sont ces nanas-là de la vie, tu vois. Et donc ça a été un truc important pour moi, en fait, d'écrire d'abord et puis ensuite de mettre en scène des personnages que je voyais, qui étaient hyper réels pour moi, qui constituaient en fait ce qui fait l'âme du Maroc, mais que je ne voyais pas au cinéma. En fait, moi j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'écris pour des acteurs. En fait, je fais mon casting avant. Je fais le casting avant d'écrire. C'était Khansa Batma qui joue le rôle principal du film, qui en fait n'était pas comédienne, qui était chanteuse, qui est une rockstar dans le monde arabe, quoi. C'est vraiment, c'est une métalleuse qui écrit ses textes, qui est une poétesse hallucinante, qui est une meuf qui a une force de ouf. Et en fait, ouais, le film est né. Je suis allé à un concert de Khansa et j'ai pris une claque monumentale, à la fois
dans sa présence scénique, sa façon de jouer, parce que c'est du jeu en fait. Moi j'ai vu une actrice, quoi. C'est vraiment l'interprétation, de l'émotion, tu vois, truc de placement, tu vois, elle te touche direct au cœur, et puis elle avait une parole, quoi, tu vois. Et bah, c'était génial parce qu'en fait, Khansa, enfin moi je travaillais jamais avec des acteurs non pros. J'ai un côté très old Hollywood, quoi. J'aime les mouvements de caméra et les marques au sol, et voilà, j'ai un truc très comme ça. Et donc l'équipe de comédiennes, de comédiens qu'on a constitué autour d'elle, c'était vraiment des gens qui ont des carrières très très différentes. Des gens qui viennent du théâtre, mais il y a beaucoup de gens. Il y a un des comédiens qui est un gars qui est installé à Los Angeles depuis des années, qui a un truc très très hollywoodien. Il y en a un autre qui est une superstar, c'est Saïd Bey, des films et séries marocaines. Et puis au milieu de tout ça, il y avait Khansa, qui donc était devant la caméra pour rôle principal pour la première fois. Et en fait, c'était vraiment une espèce d'effort de groupe. Tout le monde, en fait, était vraiment très tourné vers elle, et tout le film, en fait, du coup, était très tourné vers elle. Et le truc qui a été super beau, c'est que, alors, même pendant le processus de production et tout, c'est quelque chose que tu dois beaucoup défendre. C'est-à-dire qu'on te dit, ah, mais t'es sûr que tu veux pas une actrice professionnelle, on te propose des noms et tout, tu vois. Et je dis, non, le film, j'ai écrit pour elle, donc c'est pas possible, en fait, de changer. Et ce qui a été génial, c'est que l'aboutissement de tout ça, c'est lorsque le film allait faire sa première à Venise, elle a eu un prix de meilleure actrice à Horizonti, alors qu'elle n'avait jamais joué, tu vois, c'était trop bien, c'était trop cool. Que tu es en train de préparer ou de financer un film, en gros, tant que le soleil brille, y a pas de problème. Mais dès qu'il commence à pleuvoir un peu, on cherche à qui c'est la faute. Tu vois, dès qu'il y a des financements qui tombent pas, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait changer. Et donc le premier truc sur lequel ça tombe, c'est parce que donc moi j'ai ce truc d'avoir les acteurs et la musique avant. Tu vois, pour moi, c'est pas vraiment faire les choses à l'envers, c'est au contraire partir de la matière qui est la vraie matière du cinéma pour moi. C'est les comédiens et la musique, quoi. C'est les deux choses qui sont concrètement ce que tu vas avoir à l'image, tu vois, enfin, et au son. Donc, à la limite, c'est la seule chose dont tu es certain. Tu vois, tout le reste peut changer, la mise en scène, le point de vue, les axes de caméra, mais aussi les dialogues, tout le reste peut changer. Le seul truc dont tu es certain, c'est que ce sera cette personne-là et que ce sera cette musique. Donc, ouais, dès que ça commence à pleuvoir un peu, ouais, on disait, tiens, mais si tu prenais telle comédienne, c'est qu'il a fallu vachement la défendre. En disant, parce que c'est compliqué, tu sais, de défendre quelqu'un qui n'a jamais joué, avec des gens qui, tu vois, ne connaissent pas forcément. Je pense que si j'avais pu emmener tous les financiers du film à un concert de Khansa, ils auraient compris. Non mais vraiment, tu sais, il y a un truc, c'est particulier un casting, tu vois, c'est vraiment t'as un sentiment, une évidence, c'est vraiment comme tomber amoureux, quoi. Il y a vraiment un truc, tu vois, un flash où tu sais que c'est telle personne, et c'est très compliqué après à défendre, à expliquer, c'est comme raconter, enfin tu sais, expliquer une blague, quoi, tu vois. Généralement tu rigoles ou tu rigoles pas, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est compliqué à expliquer, mais bon, après, du coup, des fois, ton rôle, c'est juste de défendre bien en tête, tu vois, et pas forcément expliquer pourquoi. Tu dois protéger une émotion, en fait. C'est pendant tout le long du financement, et après aussi du tournage, souvent, il s'agit de ça. Hein. Tu as une émotion qui est quelque chose de beau, de fragile, comme une flamme que tu dois protéger dans une tempête, quoi, tu vois. Et à côté, tu te prends des avions dans la gueule, quoi, tu vois. Si tu veux, à la fin du tournage, on se disait on va se faire des t-shirts I survived Burning Casablanca. On a eu un tournage qui était, mais c'était la directrice de production, elle fait des films depuis les années 80. Elle a fait plein de tournages hardcore au Maroc, elle a fait Kundun de Scorsese, elle a fait plein de trucs chauds. Elle disait que c'était le tournage le plus dur de sa vie. C'est pas complètement taré, mais on a eu, le premier jour de tournage, on a eu une bagarre au couteau avec, tu vois, du sang sur les costumes et tout, machin. Des tentatives de vol de camion, des concerts de métal, enfin, tu vois, avec la caméra dans la foule et tout, machin. Des serpents venimeux. C'était un délire, c'était le Vietnam, ce film, tu vois. Et en plus, tout ça tournait, tu vois, très peu de jours de tournage, on tournait en pellicule, donc on faisait très peu de prises, on faisait 1 à 2 prises par plan.
en répétant voilà, le plus qu'on pouvait, mais très speed. Tu vois, je dormais 2 heures par nuit, je réécrivais tout le soir, je faisais pour le découpage le matin, enfin c'était pas de délire. Après si, des anecdotes, tu vois, un truc disons qui n'a pas été par exemple particulier, c'est qu'il y a un groupe de stoner qui s'appelle Cadavar, qui est vraiment un groupe que j'adore, qui nous a fait l'énorme joie, bonheur de venir jouer en fait dans le film. Donc en live, la musique live dans le film, elle est live, tu vois, c'est live et c'est en 35 mm. Et donc le truc, c'est qu'on a une salle de concert, 400 figurants qui sont pas des figurants, qui sont des métalleux qui sont venus de partout dans le Maroc, tu vois, parce qu'ils ont entendu que Cadavar allait faire un concert. Et le groupe qui arrive, et moi j'ai à tourner une scène, donc c'est un film sur le PTSD, le stress post-traumatique, donc j'ai une scène d'hallucination, tout ça, on est à la salle une journée. Une scène comme ça d'hallucination et tout, une scène un peu de comédie avec le groupe qui reconnaît mon personnage principal sur scène, tout qui le fait monter sur scène et tout ça, il le reconnaît dans le public. Et une scène de concert où il y a 6 minutes de musique live avec le perso qui joue avec eux, et tout a tourné en une fois, et donc ils ont joué la même chanson pendant 14 heures dessus. Quoi? C'était un délire, c'était un del. Et ouais, ça a été. Ouais, on est arrivé le matin, on est parti à 4 heures du mat, quoi. Et c'était complètement ouf parce qu'en fait, on était vraiment porté aussi par l'énergie des gens. C'était complètement dingue. Tu vois, le fait que ce soit pas des figurants, que ce soit vraiment. Et donc à la fin du truc, tu vois, donc on fait on cut, tu vois, la dernière prise et tout machin. Merci beaucoup et figure et tout machin. Et donc c'était un public très jeune, très féminin aussi. Il y a beaucoup de nanas dans le métal au Maroc. Et donc il y a une meuf, tu vois, genre 18 ans quoi, qui me regarde et me dit bon alors quoi, il n'y a plus de musique. Il est 5 heures du mat. Et c'était génial parce qu'il y avait vraiment une énergie qui était complètement folle. Le groupe, ils étaient super contents d'avoir pris ce risque de jouer live, tu vois, pour un film, ce qui est rare. Mais en revanche, à la fin du tournage, ils m'ont dit bon bah cette chanson, on la jouera plus jamais sur scène. Tu nous as tués. Et bon voilà. Il y a toujours un truc moite-moite avec de la musique de source. Moi, la première page, par exemple, de mon premier film, c'était une playlist. J'ai toujours ce truc de beaucoup inclure les musiques de source dans le scénario. Les paroles, quel moment, disons, de la musique. Enfin, c'est pas juste, je dis, il y a telle chanson passe, c'est genre, tu vois, il y a entrée de batterie, quelqu'un vous l'apporte, tu vois. C'est vraiment assez précis parce que pour moi ça donne vraiment un rythme sur une scène, ça donne un truc presque de montage en fait, c'était déjà un peu ailleurs. Donc ça c'est pour la partie musique de source, mais sinon en fait avec mon compositeur qui est en fait un ami d'enfance, Alexandre Tartière, c'est un type qui était avec moi au lycée, on s'est beaucoup nourri l'un l'autre, c'est-à-dire que en termes d'influence musicale, et Alexandre n'est pas compo pour le cinéma à la base, c'est un rocker qui a un groupe de rock, tu vois. Et donc il a composé la musique de Burning Casablanca, et là on travaille sur celle du suivant qui s'appelle Les Fils de la Louve. Et la musique pour moi arrive, en fait ça arrive tôt parce que moi j'ai besoin de l'avoir au tournage. C'est un outil de direction, pas seulement de comédien mais d'équipe, que je trouve extrêmement précieux. Tu sais, c'est simple, hein, lorsque tu as une scène où tu as du jeu, tu as du mouvement de caméra, tu as un truc tu vois, où tout le monde doit être un peu uni par un même mouvement, une même émotion. Tu balances la musique sur le plateau pendant les répétitions et tu as tout le monde qui a le cœur qui bat au même rythme, quoi. Tu vois, il y a un truc où ça... Et ça met tout le monde dans la bonne tonalité. Souvent, en fait, la musique, lorsque tu as travaillé en amont avec quelqu'un en qui tu as une confiance totale, en fait, elle te permet d'exprimer donc aux comédiens, mais pas que, tu vois, à toute l'équipe, tout ce qu'il y a un peu d'indicible dans ton projet de film, tu vois, tout ce qui est entre les lignes du scénario, tout ce qui est, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, l'émotion, des fois, lorsque tu la décortiques, tu la tues, quoi, tu vois, c'est comme quand tu expliques une blague, tu la décortiques, tu la tues. Et la musique, elle te permet de faire ça, elle te permet de la transmettre d'une façon très fine, avec beaucoup de nuances, sans tuer l'émotion, quoi, tu vois. Sergio Leone et Ennio Morricone fonctionnaient comme ça. Ils enregistraient la musique avant et du coup, j'utilise beaucoup, tu vois, cet exemple des mouvements de caméra
parce que c'est, enfin tu vois, lorsque tu as un peu de plan séquence et du mouvement de caméra un peu compliqué, c'est vraiment un moment où tu dois, enfin, tu vois, tu vois ton équipe, tout le monde, tu vois, il n'y a pas de différence en fait entre les comédiens, l'équipe caméra, son, tu vois, tout le monde est dans de l'interprétation artistique en fait, et donc c'est des moments où tu vois vraiment tout le monde bouger ensemble, quoi, tu vois, c'est assez génial, et lorsque tu as une musique qui unit toutes ces personnes, bon, en fait ça fluidifie vachement le process, quoi. De venir, c'est que donc comme là je suis en prépa sur un deuxième, c'est lorsque j'ai des propositions pour être jury, en ce moment je dis pas trop oui, mais là je pouvais pas ne pas, parce que je suis super content parce que le MCM ça représentait, donc à l'époque c'était à Aubagne, mais lorsque mon film Zanka Contact, enfin Burning Casablanca a été diffusé au MCM, c'était le moment de la reprise post-Covid où tout venait d'être arrêté, c'est-à-dire que le film avait fait Venise et le Cinémed, et puis après, bam, il y a le couperet Covid qui est retombé, alors qu'on pensait que ça allait... Et tout s'est arrêté pendant plus de 6 mois. Et ça a été le premier festival en France de la reprise, où en plus le film a gagné un prix, et où il y avait un truc de rappeler ce que c'était, quoi. Alors que c'était une édition vraiment compliquée, avec la distance entre les gens dans les salles, pas de soirée, ils appellent ça l'édition, ce qu'on a fait sous la tente, effectivement, ouais, c'était une tente. Donc c'était compliqué pour plein de raisons, et pour autant, il y avait une chaleur incroyable, il y avait un truc où vraiment ça te rappelle pourquoi tu fais ce métier, quoi. Le public, la façon dont les films étaient travaillés en amont avec le public, où les gens, tu sentais que tu avais une attente. Alors que toi, tu arrives avec un premier film, tu sors de nulle part, mais que tu sens qu'on a travaillé en amont, qu'on a donné envie aux gens de venir et tout. Et puis juste, voilà, l'équipe est géniale, c'était des gens que j'avais vachement envie de revoir, quoi. Donc voilà, très heureux de revenir, cette fois en tant que jury, donc nettement moins de pression. Mais... Moi, c'est compliqué pour moi de sortir de choses qui m'ont impacté quand j'étais gamin, mais parfois, enfin tu vois, le premier truc auquel je vais penser c'est genre Le Bon, la Brute et le Truand, mais en fait en vrai je pense que c'est un truc beaucoup plus simple et que c'est la musique de Escape from New York, New York 97. C'est très simple, c'est John Carpenter tout seul avec un synthé, tu vois c'est c'est 3 doigts et un clavier, tu vois. Tu vois, puis direct, tout, tu vois, la science-fiction, une société répressive, Kurt Russell, voilà, en 3 notes.